Pour certains chercheurs, ces polluants chimiques que l'on retrouve partout dans l'eau constituent une limite planétaire que nous avons déjà dépassée. Il s'agit de la famille des PFAS. Leur étude et leur suivi commencent à peine en France. D'où viennent-ils? Comment leur pollution sera-t-elle surveillée? Et peut-on s'en débarrasser? Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement revient sur ces interrogations. Et Dorothée Laperche, qui a tenté d'y répondre, vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Dorothée. Bonjour Félix. Pour commencer, de quoi parle-t-on quand on parle de PFAS? PFAS, c'est pour per et polyfluoroalkylés. En fait, on les appelle aussi les polluants éternels. Et c'est pas pour rien, c'est des molécules qui sont très difficiles à détruire. Elles ont des liaisons carbone-fluor stables. Et on ne se rend pas compte, mais elles sont partout dans notre quotidien. On en a dans la poêle avec laquelle on fait cuire nos aliments, les poêles Téflon. On en a aussi dans les mousses anti-incendie utilisées par les pompiers. On en a même dans les téléphones portables. Les composants pour les protéger contre l'humidité de la pluie comportent des PFAS pour les protéger. C'est vrai qu'il y en a aussi dans le textile. Enfin, c'est vraiment des molécules partout. Il y a plus de 200 applications aujourd'hui qui les utilisent. Et donc aujourd'hui, on les retrouve, j'imagine, un peu partout parce que ces produits-là, s'ils touchent à ces emballages, à ces instruments, à ces vêtements, au téléphone portable, j'imagine que ça se retrouve dans l'eau, dans le sol. On en trouve effectivement partout et on les utilise aussi de façon aussi prononcée. C'est parce qu'ils ont des propriétés intéressantes pour nous. Ils sont à la fois imperméables et aussi ils sont anti-adhésifs. Donc c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'applications. Pourquoi ces molécules, on parle de polluants éternels, pourquoi on s'en inquiète? Alors, il y a certaines publications qui montrent que en les consommant, on peut, de multiples manières, on peut les respirer, on peut les consommer avec l'eau potable, à la fois dans les aliments. Il y a beaucoup de manières, même en contact avec le textile. Il pourrait augmenter notre taux de cholestérol, il pourrait introduire des dysfonctionnements de notre foie. Il y a aussi certaines études qui montrent qu'il y aurait une diminution de la réponse immunitaire des vaccins pour les enfants. Et le Centre international de recherche pour le cancer a aussi classé un des PFAS, le PFOA, comme substance qui peut être cancérogène. Et alors, d'emblée, on va vous le dire, on parle de PFAS, on vous a dit ce que ça voulait dire. Bon, il y a beaucoup de familles de PFAS qui ont tous des acronymes à coucher dehors et surtout des noms à coucher dehors. Mais si vous voulez les noms précis, on vous invite à en savoir plus sur le site d'actuenvironnement.com. Donc, on dit que ces polluants sont partout. Ils sont dans l'eau, dans le sol et dans tout ce qu'on utilise quasiment. Donc, j'imagine que cette pollution, elle n'est pas nouvelle. Pourtant, on a l'impression que c'est tout nouveau en France. Qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse aujourd'hui seulement ? Alors c'est vrai que on les a utilisés de façon, à partir des années 50, donc ça fait longtemps qu'ils sont dans notre quotidien. Et l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, avait lancé une campagne nationale pour voir un peu la contamination sur le sol en 2010 et s'était rendu compte de cette pollution, donc déjà dans les années 2010-2011. Et si aujourd'hui ça revient un peu sur le devant de la scène, c'est qu'à Lyon, sur une plateforme industrielle, il y a un journaliste de Vert de Rage, Martin Boudot, qui a investigué et qui s'est rendu compte, qui a mis en évidence cette pollution à la sortie des usines, notamment Arkema, qui utilise dans ses process des composés fluorés. Ça, j'imagine que ça a fait un coup de projecteur un peu médiatique, mais est-ce qu'au niveau politique, au niveau scientifique, est-ce qu'il y a eu aussi des nouvelles choses de ce côté-là? Alors oui, effectivement, il y a aussi d'un point de vue réglementaire quelque chose qui revient sur le devant de la scène, c'est la directive eau potable qui demande un suivi, qui va demander un suivi à partir de 2026 dans l'eau potable des PFAS. C'est dur à dire, PFAS. Donc il y aura un suivi imposé de 20 PFAS et les collectivités productrices d'eau potable ne devront pas dépasser un certain seuil qui est de 100 nanogrammes par litre. D'accord. Et on parle de 20 PFAS, mais il y en a combien des PFAS ? Alors, il y a un peu une inflation des PFAS. Certaines publications maintenant montrent qu'il y aurait 12 000 substances utilisées dans la chimie, utilisées par les industriels, donc potentiellement retrouvées dans l'environnement. On dit qu'ils sont partout, ces polluants. Donc,
Est-ce qu'on peut vraiment bien les mesurer? Parce que est-ce qu'il n'y en a pas aussi jusque dans les instruments de mesure? Alors effectivement, là, le suivi dans l'eau potable, enfin pour l'eau potable, va demander un suivi de 10 molécules, 10 PFAS. Donc on peut se dire 10 molécules, c'est pas énorme, surtout au vu des 12 000 dont on vient de parler. Mais c'est pas si simple que ça, parce que effectivement, ils sont en petite quantité, on parle de nanogrammes, ils sont présents partout, et même dans les laboratoires. On s'est rendu compte que dans les flaconnages, dans les appareils de mesure, il peut en avoir. Comme c'est des concentrations faibles et que l'échantillon peut être contaminé par leur présence, ça biaise un peu les résultats. Donc, il y a tout un travail des laboratoires, une discussion engagée avec les fabricants pour changer les matériaux. Certains, comme l'INERIS, ont regardé un peu, il y aurait une dizaine de laboratoires aujourd'hui qui seraient capables de surveiller cette pollution dans l'eau potable. En attendant, tu disais, il me semble, 2026 pour le début de ce suivi. Est-ce qu'il y a aussi des travaux qui sont menés au-delà du simple suivi, de la simple évaluation? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont menés pour essayer de capter ces polluants et de s'en débarrasser? Alors oui, effectivement, il y a deux possibilités. Ces polluants, c'est compliqué, c'est qu'il n'y a jamais de solution idéale. Il y a vraiment, pour à la fois les solutions de captage, donc on a vu que les filtres à charbon étaient plutôt efficaces, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut les changer souvent. Sinon, ils sont saturés et ils larguent des PFAS, donc c'est contre-productif. Il y a les membranes, la nanofiltration qui marche aussi, mais pareil, qu'est-ce qu'on fait des filtres ensuite? L'osmose inverse marche bien, mais elle est très énergivore. Donc, déjà, la captation, c'est pas évident. Il y a aussi l'aspect destruction, finalement, de ces molécules. Qu'est-ce qu'on en fait après? Là aussi, il y a des essais, aux États-Unis, ce qui est beaucoup pratiqué, c'est la destruction thermique. Et là, on s'est rendu compte que il y avait des composés qui étaient un peu indésirables qui se formaient, notamment des gaz qui pourraient être toxiques. Donc, il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui idéale. C'est vrai que cette question, c'est à la fois un problème sanitaire, mais ça va être aussi un marché. Donc, certains industriels se positionnent sur cette question. Des essais sont lancés et une des solutions qui pourrait être envisagée, ça serait un traitement en utilisant des ultrasons pour générer une bulle dans l'eau. Les PFAS se placeraient à l'interface entre l'eau et le sol. Dans cette bulle, il y a des conditions de pression et de température extrêmement fortes et quand elle éclate, ça pourrait déstabiliser et casser ces fameuses liaisons et contribuer à les détruire. Il y a aussi d'autres types de recherches qui sont lancées sur, cette fois, un traitement chimique qui aurait une réduction dans lequel on a de bons espoirs. Là, on parle d'un suivi, à la fois d'un suivi et aussi d'un captage et une élimination de ces molécules dans l'eau potable. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont prévues ailleurs, par exemple dans les cours d'eau ou dans l'eau souterraine? Il y a un suivi qui est envisagé dans les eaux superficielles et souterraines depuis mai. Depuis mai dernier, le ministère de la Transition écologique a demandé, à travers un arrêté, un suivi dans l'eau superficielle d'un PFAS, le PFOS, et dans les eaux souterraines, des fameux 20 PFAS suivis dans l'eau potable. Bon, on sait qu'on va les suivre, on sait qu'on va peut-être un jour réussir à les capter, à les éliminer, mais pour les suivre et pour les éliminer, comme ils sont partout dans l'eau potable de n'importe quelle commune, qui va payer pour ce traitement? Qui va payer pour ce suivi? Effectivement, c'est la question. C'est en 2026, quand des collectivités dépassent les seuils, comment elles vont faire? Alors, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, on peut essayer de diluer l'eau pour descendre en dessous du seuil. C'est pas forcément évident parce qu'il faut tirer des tuyaux, que ça va forcément représenter un coût. Et puis les traitements ne sont pas forcément, seront coûteux aussi. Donc finalement la solution, ça serait plutôt une réduction à la source. Et là, il y avait beaucoup d'espoir qui était mis dans la révision de REACH, qui voulait avoir une approche non pas par substance, comme c'est le cas aujourd'hui, mais par famille de produits. Et donc, ça serait le produit le plus dangereux, finalement, qui emporterait sur les autres et qui donnerait un peu la règle à suivre. Malheureusement, la révision de REACH a été reportée. Et pour cette association, ce report, ça équivaut presque à une remise au calendrier grec, puisqu'on ne sait pas, avec les élections européennes qui arrivent en mai 2024,
si le prochain Parlement, la prochaine commission sera aussi ambitieuse. Eh bien, pour savoir où tout cela va nous mener, parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire dans les prochaines semaines, mois et puis années, comme on disait, 2026, eh bien, on vous invite à suivre ce sujet sur le site d'actu-environnement.com. Merci Dorothée pour ce point d'étape. Merci. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions avec le hashtag lescléspodcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine mensuel, vous pouvez profiter de 20% de réduction avec le code lescléspodcast sans accent tout attaché.